Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de méthodes pour adresser les problématiques de sécurité des chaînes d'approvisionnement avec Christophe Tafani de Reaper. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Christophe, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas suivis, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Christophe, je travaille chez Datadog sur des sujets de sécurité du cloud et de sécurité applicative et des logiciels en source ouverte. Et avant ça, je faisais partie d'une équipe en sécurité cloud. J'ai aussi travaillé dans un SOC et j'ai fait des choses plus liées au développement et aux opérations par le passé. Alors tu vas nous parler de méthodes qui permettent d'adresser les problématiques de sécurité liées aux chaînes d'approvisionnement. Mais comme le sujet est un peu vaste, sur quoi allons-nous nous concentrer ? Alors, on va parler des attaques sur la chaîne d'approvisionnement logiciel, donc Supply Chain Security en anglais, ce qui veut dire qu'on va se concentrer sur la partie logicielle. On ne va pas regarder tout ce qui est physique, tout ce qui est facteur humain. Donc, on ne va pas regarder tout ce qui est, si vous commandez un routeur sur Amazon, est-ce que quelqu'un va l'intercepter pour y ajouter des portes dérobées ? On ne va pas regarder si vous embauchez un consultant, est-ce qu'il va finalement être malveillant et déployer des logiciels malveillants chez vous aussi. On va vraiment se concentrer sur la partie logicielle. Alors, qu'est-ce qu'elles couvrent, ces méthodes ? Alors, quand on parle d'attaquer la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est pas mal d'avoir déjà un modèle mental de qu'est-ce que c'est une chaîne d'approvisionnement logiciel. Il y a un modèle qui est assez bien pour ça, c'est celui qu'utilise Salsa.dev, qui est un modèle dont on parlera sûrement par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que du code qu'un développeur va écrire va finir dans les mains d'un utilisateur final, qu'on peut aussi appeler un consommateur. Et donc, en général, c'est des étapes assez simples. Un développeur va écrire du code qui va être poussé sur un logiciel de contrôle de version comme GitHub, qui ensuite va être construit par une pipeline d'intégration continue pour être ensuite distribué par un biais comme un dépôt de fichiers binaires ou un dépôt d'images Docker qui va être distribué vers le consommateur final. Et l'idée, c'est qu'en fait, chacune de ces étapes peut être attaquée, a été attaquée, et à chaque fois, les protections et les détections vont être un petit peu différentes. Tu dis qu'il y a eu des attaques par le passé. Est-ce que tu as des attaques particulières en tête ? Je sais qu'on a déjà fait un épisode sur la backdoor SSH via la librairie de compression XZ, par exemple, mais il y a possiblement eu d'autres cas dont tu voudrais parler. Alors, il y en a beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement récent. Il y a un cas qui est assez connu, c'est le cas en 2003 d'un acteur a priori inconnu qui a essayé de publier un patch dans le noyau Linux qui contenait un bug intentionnel qui permettait une élévation de privilèges. C'était en 2003. C'est un patch qui n'a pas été inclus dans le noyau Linux finalement, mais qui a un petit peu fait parler à l'époque. Plus récemment, et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu des choses un peu à tous ces niveaux. Donc, au niveau de la source, il y a, s'il y a un compte d'un développeur qui est compromis, forcément, celui-ci peut pousser du code qui est malveillant et qui va ensuite être utilisé. Au niveau donc de la chaîne de build, il y a SolarWinds. Donc, il y a un épisode No Limit Sécu là-dessus, où c'est des attaquants qui ont compromis le système de build de SolarWinds, qui ont injecté une porte dérobée dedans pour rajouter du code malveillant qui ensuite a été distribué à des clients de SolarWinds. C'est un exemple qui va compromettre la chaîne de build. Il y a aussi la partie distribution. Donc, on a des artefacts parfaitement valides, parfaitement légitimes, qui vont être remplacés par un attaquant. Et donc, ce qui va être effectivement distribué, ça va être des logiciels malveillants. Un exemple de ça, c'était l'attaque de CodeCov, il y a quelques années, où un attaquant avait trouvé une clé d'accès Google Cloud et avait remplacé un script bash par un script bash malveillant. Ouais, dans ce cas précis, c'était problématique parce que j'ai pas mal de clients qui ont été impactés à l'époque et le problème, c'est qu'ils avaient l'habitude de vérifier tout le code source, de faire des analyses du code source, mais pas des scripts de construction de l'application. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu à ces différentes étapes, les protections et les mécanismes d'action vont être très différents. Donc, si on regarde comment est-ce qu'on s'assure qu'un développeur tout seul ne peut pas mettre du code malveillant en production, finalement, c'est très classique. Ça va être, on s'assure qu'il ouvre des pull requests, que les commits sont signés, forcément qu'il y ait une ou deux personnes qui approuvent les pull requests. Alors effectivement, quand on regarde dans la partie comment est-ce qu'on s'assure que une chaîne de build compromise ne va pas pouvoir
c'est du code malveillant, c'est un petit peu plus compliqué, comme tu dis. Oui, on a eu un bon exemple récemment avec l'épisode sur les compromissions de distribution Linux qui s'attaque justement aux outils de réalisation des packages. Absolument. Donc là, si je me rappelle bien, ça vise plus la partie distribution. Donc il y a des paquets logiciels de distribution Linux qui sont valides et qui vont être remplacés par quelque chose qui peut être malveillant. Si on regarde un petit peu plus à gauche de la chaîne, dans la partie construction, build, il y a aussi récemment, en mars 2025, un certain nombre d'actions GitHub, de GitHub Actions assez populaires, très populaires, qui étaient utilisées par des dizaines de milliers de dépôts, qui ont été compromises et utilisées pour déployer du code malveillant. En l'occurrence, ce code malveillant affichait tous les secrets qui étaient disponibles à la pipeline dans la sortie. Et donc, si ces dépôts étaient publics, on pouvait voir en direct tous les secrets qui étaient utilisés par la pipeline. Et est-ce qu'il y a eu des exploitations, justement, on va dire par rebond, suite à cette attaque par supply chain logiciel? Alors, il y a une entreprise en sécurité qui a un petit peu cherché ça. Et la théorie actuelle, c'est qu'un attaquant a voulu viser une entreprise de crypto-monnaie. Et pour faire ça, il a regardé quelle dépendance, quelle GitHub Action cette entreprise utilisait. Il a essayé d'en viser une. Donc, a priori, il a trouvé un jeton d'accès GitHub qu'il a ensuite pu utiliser pour uploader une action GitHub malveillante dans l'idée que ça pourrait atteindre justement l'entreprise cible. A priori, ça n'a pas marché, mais il y a eu beaucoup de balles perdues, vu que même maintenant, si vous allez sur GitHub et que vous cherchez cette action, vous pouvez voir encore un certain nombre de dépôts qui l'utilisent, qui la lancent. Et dans l'historique, vous pouvez voir des sorties qui contiennent des secrets toujours. Tu peux rappeler ce que c'est qu'une action GitHub ? Bien sûr, alors une action GitHub, c'est un élément réutilisable d'une pipeline de CI qu'on a dans GitHub. Et donc, ça va être des choses comme installer Python, voir quels sont les fichiers qui ont changé dans le dernier commit, ce genre de choses. L'idée, c'est qu'on peut composer très facilement pipeline de bout en bout avec ces blocs réutilisables. Et là, si je comprends bien, la problématique se passait si dans le pipeline, dans le workflow GitHub, la personne, la victime, finalement, utilisait certainement peut-être le mot-clé latest, non ? Pour dire, bah voilà, je vais tout le temps récupérer la dernière version du GitHub Action, mais si j'utilisais une version spécifique, du coup, que j'ai pu tester dans mon environnement, là, la personne ne pouvait pas nécessairement être compromise. C'est une très bonne question. Donc la question, c'est quand on utilise une GitHub Actions dans une pipeline, comment est-ce qu'on fait et quel est l'impact possible ? Donc là, alors de manière générale, la recommandation, c'est d'utiliser la GitHub Action à un commit spécifique. Pas forcément très pratique, mais on sait que ce commit est immuable et donc que le code ne changera jamais. Pour des raisons pratiques, souvent on utilise les tags. Par exemple, telle action @v1, @v2, qui va être repointée vers la dernière version majeure, mais qui va changer. Le problème avec ces tags, et c'est ce qui s'est passé dans cette attaque, c'est que l'attaquant qui avait accès pour uploader du code malveillant, il a remplacé tous les tags et il les a fait pointer vers un commit malveillant. Donc, dans ce cas-là, si on utilisait le tag V1, V2, V3, V4, et si pendant la fenêtre de compromission, la pipeline de CI a tourné, le code malveillant a été exécuté. C'était malin. Ah, oui et non, parce que c'est quand même assez verbeux comme attaque et c'est plus subtil en fait d'aller, on va dire, toucher une version utilisée majoritairement par les gens plutôt que de leur diriger toutes les versions, parce qu'après tu peux aussi avoir des breaking change et des chances comme ça, donc toi tu as les chances de te faire détecter par des gens chez qui tu vas casser la pipeline en fait. Et donc du coup, en matière de détection, qu'est-ce que tu proposes ? Je crois que vous avez fait quelques contributions, non ? Alors, ça dépend un petit peu de où est-ce qu'on parle de détecter. Encore une fois, pour la partie très à gauche, donc très proche du code source, ça va plutôt être des choses de regarder est-ce qu'il y a des gens qui essayent de pousser des commits sur des dépôts sensibles, sans approval, ce genre de choses. Pour la partie build, alors moi personnellement, je n'ai pas travaillé dessus. Je sais qu'il y a des projets en source ouverte qui permettent de regarder ce qu'une pipeline de CI fait et de s'assurer qu'elle ne fait pas de choses étranges ou peu usuelles. Un de ces projets, ça s'appelle Step Securities Hardened Runner, qui va, de mémoire, faire de la liste blanche réseau. Donc, on peut le mettre en mode où tous les domaines sortants qui n'ont pas été explicitement approuvés vont être bloqués. Donc, ça permet que s'il y a un bout de code malveillant qui s'insère dans votre pipeline de build, il peut ne pas marcher. Il fait aussi d'autres choses comme il empêche la pipeline de réécrire par-dessus le code source ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des petits outils qui sont assez faciles à intégrer, qui peuvent être très puissants. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont trouvé l'action GitHub, donc qui s'appelle PJ Action /Change Files, qui a été reportée
en mars 2025. Pour la partie plus générale, donc si on se met du point de vue d'un consommateur, d'un utilisateur final, comment est-ce qu'on sait si une dépendance logicielle est malveillante? Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Donc spécifiquement pour PyPy et NPM, donc les écosystèmes de Python et de JavaScript Node. Et donc là, on a un projet open source qui s'appelle Guard Dog, chien de garde en français, qui va en fait faire deux choses. Il va scanner les métadonnées du paquet, donc sa description, son numéro de version, quand est-ce qu'il a été mis à jour, ce genre de choses. Et il va aussi utiliser des règles SEMGREP pour scanner le code du paquet en lui-même. Et l'idée, c'est qu'en mixant ces deux sortes d'heuristiques, on peut trouver des choses des choses malveillantes avec un niveau de confiance assez haut. Parce que typiquement, vous n'allez jamais avoir un paquet connu sur NPM ou sur PyPI qui n'aura pas de description ou qui aura un numéro de version 00.0 ou ce genre de choses. Quand tu parles d'heuristique, ça laisse entendre qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ce ne sont malheureusement que des statistiques. Par contre, ça marche plutôt pour tout ce qui va être entre guillemets typo-squatting de nom de librairie. Mais si une librairie, enfin le développeur se fait compromettre et que un code malveillant est injecté dedans, ou qu'une librairie est vraiment bien faite avec plusieurs niveaux de version et qu'au bout d'un moment le gars ou la nana rajoute une porte dérobée dedans, en plus il y a de l'obfuscation, est-ce que tu vas le détecter? Alors, il y a un petit peu de deux cas, je pense qu'il faut séparer. Le premier, c'est, et à mon avis c'est la majorité des cas, c'est quand il y a une dépendance qui est entièrement malveillante qui est publiée. Et donc, il n'y a jamais eu de version légitime, c'est vraiment quelque chose de malveillant à 100%. Donc, dans ces cas-là, avec les métadonnées, c'est assez utile parce qu'on peut voir que c'est quelque chose qui a été créé récemment, qui n'a pas beaucoup de versions, qui a peut-être un seul fichier Python dedans, ce genre de choses. Pour la partie, justement, une dépendance qui a été utilisée, publiée pendant plusieurs années avec beaucoup de gens qui l'utilisent, ça va être plutôt en regardant le code source en lui-même que ça va être utile. Et après, on peut aussi faire du différentiel sur d'une version à une autre. Est-ce qu'il y a des règles nouvelles, des heuristiques nouveaux qui s'allument? Par exemple, si dans les 10 dernières versions précédentes d'un paquet, il n'y a jamais eu de règles bizarres au niveau du code qui va matcher et que d'un coup, il y en a 4, dont une qui parle d'exécution de code ou ce genre de choses, ça peut lever des alertes. Et d'après toi, à quel moment est-ce qu'il faudrait lancer ce type d'outil comme Guard Dog? C'est-à-dire, je suis développeur, on me demande de développer une feature pour une application quelconque. Est-ce que moi, en tant que développeur, je dois avoir une chaîne de CI/CD qui intègre ce type d'outil avant de deploy? Est-ce que je dois, par exemple, lancer ça avant de lancer mes tests unitaires sur ma machine? Quelle est, on va dire, l'expérience utilisateur et à quel moment est-ce qu'on lance ça? C'est une très bonne question. Alors, il y en a deux. La première, c'est en tant que développeur ou même qu'analyste, on peut le lancer en ligne de commande à la main sur un paquet local ou distance spécifique. Le deuxième, c'est de pouvoir le lancer dans une pipeline de CI pour dire sur une nouvelle pull request ou bien de manière périodique, est-ce que j'ai des dépendances NPM, PyPI qui ont l'air suspectes et de pouvoir faire remonter ça aussi. Alors moi, j'ai une question. Quelle est la taille du problème ? C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, combien il y a de mises à jour de paquets chaque jour sur NPM ? Enfin, je ne sais pas si c'est une information dont tu disposes, mais est-ce que c'est humainement faisable, on va dire, de faire tourner un miroir NPM à la maison et de détecter automatiquement des modifications, ou est-ce que c'est complètement insane ? Alors, il y a des projets qui existent pour ça, notamment donc la Fondation pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, en anglais Open Software Supply Chain Security Foundation, qui ont un projet qui s'appelle Package Analysis, où ils vont regarder les flux RSS des différents paquets et qui proposent une sorte d'architecture pour les scanner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Donc, c'est des volumes assez petits pour PyPI. On parle peut-être de maximum quelques par seconde, a priori moins. Et le même ordre de grandeur pour NPM, même si c'est plus grand. Donc voilà, c'est peut-être quelques dizaines par seconde maximum pour NPM, mais c'est pas plus que ça. Et puis de toute façon, t'as pas nécessité à scanner la planète entière. T'as juste besoin de scanner tes dépendances. T'en as quelques centaines, quelques milliers, mais c'est pas des millions non plus. Alors, ça dépend de ton but. Si c'est plus de la recherche pour trouver les derniers malwares, ça va être plus du scan en temps presque réel. Si c'est du point de vue d'un développeur ou de quelqu'un qui veut s'assurer que ses dépendances ne sont pas compromises, pas malveillantes, effectivement, ça va plutôt être quelques dizaines, peut-être quelques centaines. Je vais tirer le frein à main et faire un petit drift là, mais est-ce que vous gérez aussi les problèmes de typo-squatting ? Parce que ça, c'est comme un problème assez courant. Le développeur qui veut inclure un package et au lieu de mettre TJ-action, enfin TJ-action, il met TJ-action ou TJ-action avec un S et il n'inclut pas le bon paquet, par exemple. Alors, c'est effectivement un exemple très courant. Là, tu parles d'action GitHub. Alors,
l'outil sur lequel j'ai travaillé, c'est plus sur les paquets NPM et PyPI. On a effectivement des règles au niveau des métadonnées qui vont regarder est-ce que il y a une distance faible entre le nom du paquet et un des top 1000 ou top 5000 sur PyPI ou sur NPM. Effectivement, c'est des choses qu'on voit beaucoup où il y a un tiret en plus, un tiret en moins, un S en plus, un S en moins. C'est quelque chose de très pertinent à regarder. Et je reviens donc effectivement donc là par exemple sur des packages Python. Est-ce que vous faites du calcul d'entropie de chaîne de caractères pour dire bah tiens là on sent qu'il y a une chaîne qui est obfusquée ou en tout cas une chaîne un petit peu bizarre. Est-ce que ça typiquement ça peut flaguer? Vous avez des thresholds, des seuils auxquels vous dites bah là en fait une chaîne de caractères dans un package lambda normalement ça devrait pas arriver donc on préfère le remonter. Alors, comme assez souvent, quand on fait de la détection, il y a des choses qui paraissent être une bonne idée en théorie et en pratique qui sont un peu plus compliquées. Donc, la partie entropie, ce genre de choses, c'est assez bruyant parce que finalement, il y a pas mal de paquets légitimes qui vont avoir des choses un petit peu bizarres. On a notamment, alors ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder tout ce qui est les processus de déobfuscation. Ça veut dire qu'on va jamais pouvoir magiquement déobfusquer tout. Par contre, on peut regarder quand est-ce qu'on trouve un processus de déobfuscation. Donc, quelque chose de très typique, c'est est-ce qu'il y a une chaîne de caractères encodée en base 64 qui va finalement être utilisée par quelque chose qui va exécuter une commande shell. Il y a quelque chose qui est intéressant avec les règles semgrep qu'on utilise donc de manière transparente, c'est qu'ils supportent quelque chose qui s'appelle le taint tracking, qui permet en fait d'écrire une règle de manière un peu plus abstraite et que cette règle continue à marcher tant que le flot de données qu'on décrit est vérifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire exec de base 64 des codes de quelque chose. On peut dire s'il y a quelque chose qui vient de base 64 des codes qui, d'une manière ou d'une autre, arrive dans un exec, même s'il y a une fonction, une variable, quelque chose au milieu, ça va quand même marcher. Et pourquoi avoir utilisé semgrep et pas par exemple CodeQL? Vraiment par curiosité complète. Alors, je connais pas extrêmement bien les fonctionnalités de CodeQL. Les règles semgrep, l'intérêt, c'est que c'est assez facile à écrire et que donc un développeur qui utilise un outil ou qui utilise semgrep, il peut facilement écrire ses propres règles parce que ça s'écrit comme du code. Alors, au début, tu as mentionné Salsa, on a dit qu'on y reviendrait. Est-ce que c'est pas le moment de nous présenter un petit peu ça ? Absolument. Alors Salsa, c'est un projet qui, si je me souviens bien, a été porté par Google à la base. Et c'est donc un modèle de maturité pour les bonnes pratiques en sécurisation de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Il comprend plusieurs niveaux et qui va donner des recommandations pour dire le niveau de maturité 1. Dans un processus de build, ça va être telle chose et telle chose. Le processus de maturité, le niveau de maturité 2, ça va être telle chose, et le niveau de maturité 3, ça va être encore autre chose. Et donc, c'est des choses très pratiques qu'un développeur ou quelqu'un qui fait du DevOps va pouvoir implémenter. Ça va être par exemple utiliser un système de build qui va générer tel type de signature, utiliser un système de build qui va être hébergé par une plateforme connue comme GitHub ou ce genre de choses, et qui va aussi montrer pour tel niveau, quels sont le modèle de menace qui est pris en compte et finalement contre quoi on va être protégé avec chaque niveau. Et l'utilisation d'un framework type Salsa, est-ce que ça te permet de mitiger des problématiques comme celles rencontrées en mars 2025 ou pas ? Alors oui, par exemple, Salsa fait un usage assez extensif de ce qu'ils appellent les attestations et donc le concept de provenance, qui est d'ailleurs un mot français qui est utilisé en anglais en tant que tel. L'idée, c'est en fait de non seulement non seulement avoir une chaîne de build qui va produire un artefact, mais qui va aussi produire un artefact signé qui dit comment cet artefact a été construit. Donc typiquement, ça peut être une pipeline de build qui va sortir un exécutable et qui va aussi pouvoir prouver que cet exécutable a été généré avec telle commande, avec telle dépendance, et donc de pouvoir donner une transparence beaucoup plus grande sur comment ça a été fait et aussi vérifiable de manière cryptographique. Là, typiquement, ça va pouvoir nous permettre de se prémunir contre un cas qui est, par exemple, une action GitHub ou un paquet NPM ou un paquet PyPI qui est uploadé sur la plateforme, un attaquant qui va le remplacer par quelque chose d'autre, voilà. Et même si la pipeline de build en elle-même est compromise, cette transparence fait qu'on peut regarder si le processus de build a été différent de, par exemple, une version d'avant. Par exemple, est-ce que ça couvrirait la problématique dont on a parlé récemment et qui consiste donc à exploiter une vulnérabilité dans le système de création des packages pour pouvoir rajouter une backdoor à un package ?
Alors, on a effectivement vu dans un précédent épisode de No Limit Sécu que des gens avaient trouvé des vulnérabilités dans à la fois le système de contrôle de version et à la fois le système de build de certaines distributions Linux. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger contre un attaquant qui compromet l'un des deux. Alors, si un attaquant compromet le système de contrôle de version, par exemple un GitLab, il peut forcément pousser du code malveillant. Donc là, la meilleure solution, ça va être de s'assurer que les développeurs signent tous leurs commits et que le système de build peut en fait remonter à chaque fois la chaîne des commits et vérifier que chaque commit qu'il va construire a été bien signé par une clé de confiance. Ce qui fait que si un attaquant, par exemple, compromet un GitLab, injecte du code dans le dépôt, il va pas pouvoir le signer avec une clé de confiance et donc le système de build va voir ça et peut dire il y a un problème avec le build et je ne vais pas continuer à produire un artefact. Le deuxième cas que tu décris, c'est donc les vulnérabilités dans le système de build des distributions Linux. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce qui s'est passé notamment dans le cas de SolarWinds. Donc, si vous avez du code source légitime, le système de build peut quand même prendre ce code source, le modifier à la volée et produire un artefact malveillant. Par exemple, si on parle de Go, ça peut être une pipeline de CI qui va prendre le code Go, le modifier à la volée et donc produire un binaire avec une porte dérobée dedans. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais globalement, les solutions qui existent se basent sur des attestations qui ne sont rien d'autre que une description textuelle en JSON, par exemple, de quelle étape la pipeline a prise pour construire l'artefact, signée cryptographiquement. Ça va être typiquement j'ai lancé telle commande et j'ai produit tel artefact, le tout signé par une clé de confiance. Il y a des frameworks qui ne sont pas forcément évidents à mettre en œuvre, mais qui existent. Par exemple, Intoto, qui permettent en fait de décrire la structure de notre chaîne d'approvisionnement logiciel, les différentes étapes, les différents acteurs, avec toutes les étapes attendues d'une pipeline de CI. En pouvant dire, ma pipeline de build, je sais qu'elle est comme ça, donc je m'attends à ce que dans l'attestation signée par mon système de build, il y ait telle étape et telle étape. Et donc, si le système de build est compromis, en fait, l'attestation pourrait quand même être générée, vu que l'attaquant a accès à la clé pour la générer, mais on pourrait voir, donc d'un point de vue de transparence, on verrait que des commandes non légitimes ont été lancées et donc poseraient problème et pourraient bloquer ce genre d'attaque. Mais c'est pas un peu ce que fait aussi Intoto ou alors est-ce que c'est un concurrent ou est-ce que c'est un projet un petit peu différent? Oui, alors c'est des choses qui marchent ensemble en fait. Il y a aussi Cosign et donc en fait c'est tout un peu un écosystème de projets, de technologies, de standards qui travaillent ensemble. Ça pourrait être un bon sujet pour un épisode entier sur Cosign, par exemple. Mais typiquement, il y a un élément qui va être le format de la provenance. Donc, qu'est-ce qu'on génère comme type d'attestation? Il y a des projets comme Cosign qui permettent d'effectuer cette signature. Il y a des projets comme Record qui permettent d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut stocker ces métadonnées de manière séparée des paquets. Parce que si on stocke les paquets et l'attestation de comment ils ont été générés au même endroit, c'est pas forcément le mieux. Donc voilà, c'est un écosystème de différentes technologies qui marchent ensemble en général et qui peut être pas super évident à appréhender. Puisque tu as l'air de bien aimer les projets Google, est-ce que tu as regardé OSV Excalibur qui est sorti il y a quelques semaines à l'époque de l'enregistrement? Alors de mémoire, c'était fait pour regarder s'il y a des dépendances qui étaient utilisées dans un projet qui était vulnérable à des vulnérabilités connues. Donc là, on parle d'un cas peut-être un petit peu différent, qui est pas est-ce qu'on a une dépendance compromise ou malveillante, mais plutôt est-ce qu'on a une dépendance qui va créer un risque et qu'on vérifie ça de manière récursive. Je pense que c'est un problème très, très pertinent aussi, auquel cas on parle peut-être plus des risques dans la chaîne d'approvisionnement logiciel, peut-être moins des attaques ou des menaces. Mais voilà, donc c'est un espace de problème qui est pertinent aussi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les dépendances d'une application, donc il y a les dépendances directes, ce qu'on inclut directement, et les dépendances indirectes, ce qui vont être inclus par une des dépendances. Il y a une grosse part des dépendances une grosse part des vulnérabilités qui sont en fait dans les dépendances indirectes et pas directes. Donc souvent, de juste regarder ces dépendances directes, c'est pas suffisant. Et donc voilà, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais d'utiliser des outils qui permettent de générer des SBOM pour Software Bill of Material, donc la liste récursive de tout ce que le projet utilise, et de matcher ça contre des bases de données de vulnérabilités connues, ça peut être très utile, même si assez bruyant. Il y a notamment OSV Excalibur qui fait ça, si je ne m'abuse, et un autre projet de Google qui s'appelle OSV Scanner, qui marche très bien pour les technologies open source comme Go. Alors, on ne s'éloigne pas totalement du sujet, parce qu'en fait, un des cas classiques, c'est
ton développeur Node.js qui va utiliser le paquet is7 par exemple pour sortir un nombre impair, et donc d'un seul coup, tu apprends qu'un projet a été compromis et tu vois la liste de tes dépendances, il n'est pas dedans, donc tu es content. Sauf qu'en fait, le projet is7, il est implémenté de telle sorte qu'il importe le package isodd et ensuite il fait un note isodd pour savoir si un entier est pair. Et donc, en fait, si la dépendance indirecte a été compromise, au moment où tu builds, tous les packages sont poulés, alors je ne sais pas comment on dit en français, sont importés dans le projet, à ce moment-là, tu récupères la dépendance foireuse. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a des projets qui sont backdoorés, donc qui sont piégés en français, et le code, par exemple, comme dans le cas du noyau Linux, ça va te mettre ton process route, ton process en tant que route, donc c'est facile. Mais tu as aussi des backdoors qui sont qu'au moment où ton paquet est poulé et construit localement sur ta machine, à ce moment-là, dans le script de build, il va y avoir des trucs qui sont déposés sur ta machine, mais par contre, le paquet final et celui que tu vas pousser en production, etc., lui, il est bon. C'est le code tel que le développeur l'a voulu. Et donc ça, c'est aussi une compromission indirecte qui est assez difficile à détecter et qui ne va pas forcément se détecter juste en disant est-ce que j'ai tel paquet dans telle version. Ce n'est pas un problème de CVE, en fait. C'est un problème que le paquet vient avec on va dire, ses dépendances, ses pré-builds, ses post-builds, ses actions, etc., et que c'est là-dedans qu'est la backdoor, en fait. Absolument. Donc là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'un paquet peut être malveillant par design. Il peut être malveillant parce que quelqu'un l'a remplacé ou a inclus une porte dérobée dedans. Ou bien il peut juste être vulnérable donc à une CVE, à une vulnérabilité connue. Et que pour ces trois cas, en fait, c'est important d'avoir de la visibilité récursive sur les dépendances que nos applications utilisent. Alors, il peut être malveillant parce que le PC du développeur a été compromis. Ce que je veux dire pour parler aux boomers, c'est que si tu prends un bon vieux truc en C avec un makefile, tu peux relire le code C et voir qu'il n'y a pas de bug ni de backdoor, mais par contre la backdoor elle est dans le makefile en fait. Et en fait quand tu fais le make de ton projet, c'est là où tu es compromis. Et en fait l'artefact qui est produit à la fin il est bon, mais entre-temps toutes tes clés SSH et toutes tes wallets MetaMask ont fuité sur Internet. Ou dans le compilateur qui t'ajoute la backdoor à la compilation. Oui, alors ça c'est beau, ouais. C'est intellectuellement satisfaisant depuis Reflection on Trusting Trust, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de cas avérés de ce type d'attaque. Il n'y a pas eu avec Xcode sur Mac ? De toute façon, ce n'est pas dans le compilateur, c'est dans la partie optimiseur du compilateur. Non, mais avec Mac, c'était Xcode, des versions compromises qui avaient été distribuées, je crois que c'était en Chine, je ne suis pas sûr. Oui, parce que c'est plus facile de compromettre d'autres outils de la chaîne de développement, ne serait-ce que Make, par exemple. Le cas d'Xcode était intéressant parce que c'est un outil qui nécessite d'avoir un compte Apple pour aller sur l'App Store, l'installer, etc. Et donc, il y a effectivement des versions pirates en fait, qui tournent pour être installées sur des systèmes sans compte Apple. Et effectivement, il y avait eu une version de Xcode qui buildait des applications iOS dans lequel il y avait, je ne sais plus quel truc de publicité en plus, mais ce n'est pas complètement le papier de Trusting Trust d'origine, parce que tu ne peux pas compiler Xcode avec lui-même. C'est juste que tu récupères un malware quand tu vas installer un logiciel craqué, quoi. Ce qui est quand même un grand classique de ces 20 dernières années. À quand les attestations pour les keygen ? Ah oui, donc ce que tu dis, c'est intéressant, c'est vraiment, ça pose la question des outils de travail du développeur et du fait que ces outils de travail peuvent être compromis aussi. Il n'y a pas que l'exemple des paquets NPM, il y a aussi des extensions IDE VS Code, par exemple, qui ont été trouvées étant malveillantes. Plus récemment, il y a aussi, alors ça n'a pas été démontré que ça a été utilisé pour de vrai, mais l'éditeur Cursor, qui est un éditeur très basé sur l'intelligence artificielle, qui permet de faire du vibe coding, donc qui utilise aussi des règles. Et il y a des dépôts de règles communautaires qui sont en gros des prompts, où ça va être des choses qui vont dire tu es un développeur très expériencé, donc tu ne fais pas telle chose ou tu fais telle chose. Et forcément, il y a des gens qui se sont amusés à dire si on fait une règle cursor compromise, où on va lui dire dans tel cas et tel cas d'insérer une porte dérobée, ça peut faire aussi générer du code malveillant par une intelligence artificielle sans que le développeur ne le sache ou le voit s'il est très profondément dans son vibe coding. Ça peut aussi être le cas avec les agents. Si tu prends un agent où tu lui dis
refactore-moi ce code. Là, pour le coup, tu vas demander à une IA de faire des changements directement sur disque dans tes projets. Et, tu vois, c'est pas forcément du code que tu vas voir à l'écran, quoi. L'IA va commencer à faire un grep sur ton disque et faire des modifications récursives dessus, quoi. Absolument. Alors justement, en parlant de modifications possibles sur ton disque, qu'est-ce que vous conseillez comme bonne pratique, par exemple, pour un développeur Python sous Mac qui voudrait faire en sorte d'isoler ou de sécuriser au maximum son environnement? Alors, tu avais une question, Paul? Ouais, pas de conseil, pas de consulting gratuit pour Johan, hein. C'était quand même juste pour revenir sur cette partie NPM, PyPI, où là je prends du coup l'outil que vous avez open sourcé côté Datadog, la Guardog. Je prends NPM a déjà quand même des fonctions type NPM Audit. Est-ce qu'en fait, on devrait pas imaginer une extension à ce NPM Audit qui devrait être lancé et du coup faire un exit direct avant de faire par exemple un NPM Run Dev ou NPM Run quoi que ce soit en disant j'ai déjà fait un check, je me rends compte qu'il y a un typo squatting ou n'importe quelle autre règle qu'a trigger, je m'arrête là et là par exemple tu peux utiliser des flags type force run ou que sais-je. Je sais pas, est-ce que ça peut être des choses comme ça qu'on peut imaginer, et dans ce cas-là ça permettrait aux développeurs de dire oui en fait tu t'es bien posé la question, ça a bien trigger, on se rend bien compte que... Enfin, tu vois, le shift left, en fait, on l'a vraiment poussé autant qu'on peut. Quelle est ton opinion là-dessus? Alors, dans les faits, je pense que c'est compliqué à utiliser parce que donc, si on présuppose qu'à chaque fois qu'on fait un npm install, on va regarder récursivement tous les paquets qui sont installés et quelles commandes ils vont devoir lancer. Ça peut être très compliqué, surtout aux premières installations. Donc, je pense que ça générerait beaucoup de travail pour le développeur pour quelque chose qui, 99% du temps, ne va pas remonter de risque. Donc, il y a un autre projet qu'on a ouvert aussi sur GitHub qui s'appelle Supply Chain Firewall. Et là, l'idée, c'est de faire un wrapper autour de npm install ou PyPy install. Pip install, qui va en fait automatiquement bloquer un package qui est connu pour être malveillant. C'est le retour du proxy web filtrant là. C'est pour le développeur, quoi. Du WAF inversé. Ah oui, là c'est ça, c'est le retour du WAF. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est le retour du WAF, mais pour développeurs. Le WAF inversé, Hervé. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup de données sur des packages qui étaient connus comme étant malveillants. Donc, il y a plusieurs sources. Alors, il y a un dataset qu'on maintient, qui est mis à jour toutes les semaines. On contient actuellement 5700 paquets NPM et PyPy qui sont malveillants et qui ont été manuellement marqués comme tels. Il y a aussi un de Google, donc qui s'appelle osv.dev, qui contient à la fois des vulnérabilités dans des paquets, mais qui contient aussi le fait qu'un paquet donné est malveillant. Donc on s'est dit que c'était un petit peu dommage d'avoir toutes ces données et de ne pas avoir de moyen de dire j'installe un paquet, est-ce qu'il est connu pour être malveillant? Donc voilà, c'est juste ça fait un wrapper, ça fait un appel d'API sur un dépôt GitHub et ça va dire non, tu veux sûrement pas installer ce paquet parce qu'il est connu pour être malveillant. Et ça, par exemple, dans des entreprises qui utilisent Nexus, enfin en tout cas des managers, on va dire, de repository ou Artifactory ou que sais-je, est-ce que ce type de solution, on est en capacité de pouvoir les linker ensemble pour dire tiens, attention, là en fait on va dropper le fait que tu aies demandé tel repo, telle librairie. Est-ce que ça c'est des choses qu'on peut arriver à combiner ensemble ou vraiment non, ça veut dire ça va demander aux développeurs d'utiliser ce type d'outils? Alors je ne connais pas forcément bien toutes les solutions commerciales sur le marché. En termes de patterns d'utilisation, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont permettre de faire un miroir des dépendances applicatives qu'on utilise pour pouvoir les scanner ou pour s'assurer qu'elles restent les mêmes et qu'elles ne vont pas à chaque fois être récupérées depuis Internet. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se concentrent sur la partie back et malveillant. Ok. Bon, et que fait la police du coup ? Qu'est-ce qui existe en termes de réglementation, d'obligations légales Tu parlais de Software Bill of Material, par exemple. Est-ce qu'on va avoir des Nutri-Score sur les logiciels, ce genre de choses ? Alors, en 2021, il y a un Executive Order, donc j'imagine qu'on peut traduire comme un décret, qui impose aux éditeurs de logiciels aux États-Unis, en tout cas à certains, de publier justement des listes avec quel paquet ils incluent, pour qu'on puisse savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi.
Ça, c'est quelque chose qui a généré pas mal de bruit, pas mal d'intérêt pour les SBOM. Donc, si vous allez voir sur Google Trends la popularité du mot SBOM, Software Bill of Materials, il a dû augmenter par là. Au niveau de réglementation européenne, je ne sais pas s'il y a des choses spécifiques en place. De manière générale, c'est une bonne idée de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les logiciels qu'on utilise. On se rappelle du cas de Log4j fin 2021 où on utilisait des applications et on ne savait pas du tout si dedans il y avait Log4Shell ou s'il y avait Log4j, et ça rendait la réponse très compliquée. Il y a des réglementations sectorielles, typiquement dans l'automobile, le ferroviaire ou l'aérien. On a couvert pas mal de sujets, mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Oui, alors peut-être avant le mot de la fin, comment on peut t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches? Des contributeurs? T'as besoin de quoi? Alors, donc sur le projet GuardDog, qui est un projet en source ouverte, les contributions sont les bienvenues. Actuellement, on supporte principalement la détection de paquets NPM et PyPI malveillants. On a aussi une version un petit peu expérimentale pour Golang. Et on commence à regarder du côté des actions GitHub. Donc, si vous avez un intérêt pour contribuer, la discussion est la bienvenue. On a aussi donc un dépôt qui contient plusieurs milliers de paquets NPM PyPI malveillants. Donc, si vous en trouvez des particulièrement intéressants, n'hésitez pas à les partager. Le but de ce dépôt, c'est vraiment que quelqu'un qui veut faire de la recherche sur qu'est-ce que c'est un paquet malveillant en 2025, comment est-ce qu'on le détecte, qu'il puisse faire ça et qu'il ait un jeu de données duquel commencer. Ou quelqu'un qui veut faire un paquet malveillant mais qui ne lève aucune alerte. Par exemple, après, c'est la détection, même pour les systèmes qui sont assez matures comme un EDR ou ce genre de choses, on pourra toujours les évader. De manière générale, la détection, c'est pas forcément très important de passer sous les radars. Si même en étant détecté, tu peux atteindre ton but. Donc on a vu pas mal de Red Team, par exemple, ou de pentesters qui déploient des paquets malveillants qui sont très grossiers, disons. Alors, le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est que la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, c'est un monde assez grand. C'est assez facile de s'y perdre. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un modèle de référence. Donc, ce que prône Salsa, je pense que c'est une très bonne base de discussion. Le fait d'essayer d'avoir une maturité à peu près équivalente sur les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement, ça fait du sens. Ça veut dire que c'est peut-être pas la peine d'avoir tous les développeurs avec des YubiKey, 3 approvals sur chaque pull request, si finalement le software est distribué de manière non sécurisée aux clients. Donc voilà, d'essayer d'avoir une maturité qui fait du sens et qui est graduelle. Salsa fournit quelques exemples pour ça. Et après, il y a des moyens d'améliorer ça de manière itérative à chaque étape. De mon côté, dans mon équipe, on a un poste ouvert à Paris pour des sujets liés à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, incluant de la recherche et du développement en source ouverte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire directement sur LinkedIn. Eh bien, Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.